Donc, on va faire le traitement des urgences hypertensives. La dernière fois, on a traité le traitement de l'hypertension artérielle. Cette fois-ci, ça sera les urgences hypertensives. Donc, les urgences hypertensives, c'est une urgence et diagnostique et thérapeutique. C'est une situation où il s'y associe une élévation importante de la pression artérielle avec surtout une atteinte aiguë d'un organe cible ou de plusieurs organes cibles. Alors, les organes cibles sont le rein, le cerveau, la rétine, le cœur ou l'aorte. Il faut savoir que le type du traitement, la pression artérielle cible après traitement et le délai souhaitable pour atteindre la pression artérielle cible dépendent de l'organe atteint. Donc il y a des protocoles différents pour chaque urgence hypertensive. Alors vous voyez ici, si vous avez un patient qui se présente au pavillon des urgences, qui a une pression artérielle très élevée, avec des symptômes, par exemple des céphalées ou des vertiges, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut distinguer l'urgence hypertensive, ce qu'on appelle en anglais hypertensive emergency, d'une hypertension artérielle incontrôlée, autrefois appelée par les anglo-saxons urgent hypertension, ou bien en français la crise hypertensive ou le pic hypertensif. Donc actuellement ces dénominations sont un petit peu bannies et on préfère parler d'une hypertension artérielle non contrôlée. Donc l'essentiel, c'est l'atteinte ou pas des organes cibles. Alors il peut s'agir d'une hypertension artérielle maligne, associée ou pas à une microangiopathie thrombotique, associée ou pas à une insuffisance rénale aiguë. Il peut avoir une atteinte coronarienne avec une ischémie, ou bien une atteinte, une insuffisance cardiaque aiguë, un œdème aigu du poumon. On peut avoir un AVC, un accident vasculaire cérébral, ou une encéphalopathie hypertensive, ou bien une atteinte aortique avec une dissection aortique, ou bien chez la femme enceinte, une éclampsie ou une prééclampsie sévère avec un HELP syndrome. Le traitement va dépendre évidemment, comme on l'avait dit tout à l'heure, de l'organe cible atteint. Alors, quels sont les points communs de la prise en charge des urgences hypertensives? Il faut savoir qu'il n'y a pas d'études randomisées, sauf pour l'AVC. C'est-à-dire là, je vais vous présenter un consensus d'experts essentiellement. Le dernier publié par l'European Society of Cardiology, qui date de 2019, donc assez récent, et il est plus récent que les recommandations européennes de la prise en charge de l'hypertension artérielle qui ont été publiées en 2018. Et vous allez voir qu'il y a quelques différences par rapport aux recommandations de 2018. Alors, le but du traitement, c'est de prévenir l'aggravation des lésions des organes cibles, parce qu'il y a déjà des lésions. Quand on fait le diagnostic d'une urgence hypertensive, il y a déjà des lésions. Donc, c'est de prévenir l'aggravation, ou du moins limiter, parce que parfois, même si on met le traitement qu'il faut, il peut y avoir une aggravation, mais le traitement va limiter cette aggravation des lésions. Il faut savoir aussi que ça nécessite un traitement par voie intraveineuse. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans le traitement, on a des cibles thérapeutiques. C'est très difficile d'avoir un contrôle de la pression artérielle avec un traitement par voie orale.
D'accord? Donc le traitement par voie intraveineuse va nous permettre un ajustement assez précis de la pression artérielle en fonction de nos objectifs. On va commencer par l'hypertension artérielle maligne, qui est définie par une élévation de la pression artérielle, usuellement supérieure à 200-120. Il ne faut pas se focaliser sur les chiffres, ce n'est pas le plus important, mais le plus important, c'est qu'il y ait une élévation importante de la pression artérielle associée à une rétinopathie hypertensive grade 3 ou 4. Vous voyez ici les hémorragies en flamèche et un œdème cotonneux et même un œdème papillaire. Donc ça, c'est des lésions de type 3 et l'œdème papillaire type 4. Donc elle peut être associée ou pas à une microangiopathie thrombotique ou une insuffisance rénale aiguë. Pas forcément, parfois on a un ou deux, parfois même on peut avoir une encéphalopathie hypertensive qui est associée. Alors sur le plan physiopathologique, je vais en parler un peu parce que ça nous permet de comprendre un petit peu le traitement. Donc une élévation importante de la pression artérielle va entraîner un détachement endothélial et ce détachement endothélial bien sûr va mettre à nu la paroi sous-endothéliale qui est thrombogène. En plus, la pression artérielle élevée a un pouvoir qui est d'augmenter l'activation de la coagulation. Et il y a aussi une augmentation de la rénine, on va voir pourquoi tout à l'heure. Et tout ça va contribuer à la stimulation de la coagulation et donc la formation de microthrombie. Et on va voir une microangiopathie thrombotique. Alors, comment on fait le diagnostic? C'est dans un contexte d'hypertension artérielle importante, sévère, on va avoir une hémolyse. Cette hémolyse, quand on fait le test de Coombs, il est négatif, c'est-à-dire que ce n'est pas une hémolyse auto-immune. Elle peut être associée à une insuffisance rénale aiguë. Dans ce cas-là, le diagnostic différentiel, c'est le syndrome hémolytique et urémique. Dans le syndrome hémolytique et urémique, souvent l'hémolyse est très importante, contrairement à la microangiopathie thrombotique. Pourquoi il y a une hémolyse? Parce qu'il y a un piégeage dans la microangiopathie des hématies et la lyse des hématies va entraîner une hémolyse. Elle peut ne pas être associée à une insuffisance rénale aiguë et dans ce cas-là, le diagnostic différentiel, c'est le purpura thrombopénique thrombotique. Ici, le diagnostic différentiel peut être aidé par la protéase, le dosage biologique d'une protéase du facteur de von Willebrand qui est diminué dans le purpura thrombopénique thrombotique et qui est presque normal dans la microangiopathie thrombotique. Regardez ici la physiopathologie. Une élévation importante de la pression artérielle peut entraîner ce qu'on appelle une diurèse, une natriurèse forcée, ce qui va entraîner une hypovolémie et stimulation du système rénine-angiotensine. La stimulation du système rénine-angiotensine va entraîner une augmentation des résistances rénales qui va aggraver la microcirculation, qui va aggraver les lésions de microcirculation et entraîner une défaillance de l'autorégulation. Tout ça va contribuer à l'atteinte des organes cibles. Donc, si on doit retenir quelque chose de cette physiopathologie, c'est qu'il y a une élévation de l'activation du système rénine-angiotensine et il y a une hypovolémie. Donc ça a des implications thérapeutiques et aussi il y a une augmentation des résistances vasculaires.
Donc il y a cette étude qui a été publiée en 2007 dans l'American Journal of Hypertension qui montre que l'activité rénine et la moyenne de l'activité rénine est plus élevée chez les patients qui ont une HTA maligne par rapport aux patients qui ont une HTA sévère. Mais cependant, vous voyez qu'il y a une disparité des niveaux de l'activité rénine. Il y a des patients qui ont des taux relativement bas et d'autres qui ont des taux très très élevés. Alors le traitement en cas d'HTA maligne avec ou sans atteinte rénale, avec ou sans microangiopathie thrombotique, il faut baisser la pression artérielle moyenne de 20 à 25%. Je vous ai dit tout à l'heure que le délai pour atteindre la pression artérielle cible diffère d'une urgence à une autre. Et là, on essaye d'avoir ça sur plusieurs heures. Alors, les médicaments de première intention, c'est le labétalol et la nicardipine. On peut utiliser aussi le nitroprussiate ou l'urapédine. Vous avez bien vu que c'est plutôt des vasodilatateurs. Hein. Le labétalol, c'est un bêta-bloquant un peu particulier qui a un effet alpha et bêta-bloquant. Et la nicardipine, c'est un vasodilatateur. On a vu la physiopathologie, c'est essentiellement, il y a une hypovolémie, donc les diurétiques ne semblent pas être intéressants. Et il y a une vasoconstriction, donc là, c'est l'intérêt des vasodilatateurs. Certaines équipes utilisent les IEC parce que vous avez vu là, dans la physiopathologie, il y a une activation importante du système rénine-angiotensine, mais on l'avait vu qu'il y avait une disparité en fonction des patients, donc la réponse n'est pas certaine d'un patient à un autre. Alors, quels sont les médicaments, enfin comment doit-on prescrire ces médicaments? C'est par voie intraveineuse, bien sûr, à la seringue électrique pour pouvoir monitorer la pression artérielle. Donc vous avez le labétalol et la nicardipine. La plus utilisée, c'est la nicardipine. On commence par 5 à 15 mg par heure et puis on peut monter de 5 mg par heure chaque quart d'heure ou chaque 30 minutes jusqu'à obtenir la pression artérielle cible et puis on peut baisser jusqu'à 3 mg heure. Alors, après l'hypertension artérielle maligne, l'encéphalopathie hypertensive. Alors, l'encéphalopathie hypertensive, vous voyez ici cette courbe qui montre l'autorégulation du débit cérébral en fonction de la pression artérielle. Donc, vous voyez que le débit cérébral reste stable malgré une fluctuation de la pression artérielle jusqu'à certains niveaux. Donc, vous voyez en bleu, chez quelqu'un qui est normotendu, il est beaucoup plus sensible au pic hypertensif. Et s'il y a une augmentation importante de la pression artérielle systolique, on peut avoir une atteinte endothéliale diffuse qui va entraîner une rétinopathie, une atteinte une microangiopathie thrombotique ou une insuffisance rénale. Et on peut avoir aussi un œdème cérébral. L'œdème cérébral, c'est essentiellement cette lésion qui entraîne l'encéphalopathie hypertensive. Donc l'hypertendu chronique supporte un peu plus avec une déviation de la courbe à droite. Vous voyez ici les lésions qu'on peut retrouver, mais c'est à l'IRM. Hein. C'est l'œdème cérébral. On peut voir des micro-infarctus et des micro-hémorragies. Et aussi ce qu'on appelle le syndrome leucoencéphalopathie postérieure réversible, qui n'est pas spécifique à l'encéphalopathie hypertensive, mais qu'on peut retrouver. Alors, que doit-on faire? Donc, sur le plan clinique, bon, j'y reviendrai pas, ça donne des confusions, une léthargie, des signes sans focalisation, une baisse de la vigilance.
le traitement, c'est il faut baisser immédiatement la pression artérielle moyenne. Tout à l'heure, on avait vu dans l'hypertension artérielle maligne, il faut baisser la tension sur plusieurs heures. Là, c'est dans l'immédiat, avec les mêmes traitements, avec les mêmes cibles thérapeutiques. La différence, c'est que on veut avoir un résultat immédiat. Maintenant, l'AVC ischémique, vous voyez ici un peu le patient qui se présente avec un AVC ischémique. Il y a souvent des lésions constituées. Et tout autour, il y a ce qu'on appelle la zone de pénombre. Et c'est cette zone qu'on essaye de sauver avec un traitement de reperfusion. Donc, vous voyez ici, s'il y a eu un traitement de reperfusion, à la longue, une séquelle, petite séquelle. Et s'il n'y a pas eu de traitement de reperfusion, vous avez une séquelle qui est importante. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une obturation d'une artère? Vous avez une zone de nécrose et tout autour, il y a une circulation collatérale qui représente la zone de pénombre. Alors, vous avez, en cas d'AVC, cette régulation est perturbée, elle devient linéaire, le débit cérébral devient proportionnel à la pression artérielle systolique. Alors, donc, si on baisse trop la pression artérielle, on va aggraver l'ischémie dans la zone de pénombre. Si la pression artérielle est trop élevée, on risque d'aggraver l'œdème et on peut créer des hématomes. Alors vous voyez ici cette méta-analyse qui comporte une dizaine d'études qui a montré que la baisse de la pression artérielle lors de la phase aiguë d'un AVC n'entraîne pas de différence significative par rapport à un traitement conservateur sans baisser la pression artérielle. Donc il n'y a pas d'intérêt a priori de baisser la pression artérielle systolique en cas d'AVC ischémique. Je parle bien sûr de la phase aiguë, de l'urgence hypertensive dans l'AVC ischémique. Ici, vous voyez les recommandations européennes. Donc, ils disent qu'il n'y a pas d'indication de baisser la pression artérielle en cas chez le patient qui n'a pas chez lequel on ne va pas faire un traitement thrombolytique. Par contre, en cas de traitement par thrombolyse, il faut traiter la pression artérielle pour avoir une pression artérielle inférieure à 180-105 durant les 24 heures qui suivent la thrombolyse pour éviter la transformation hémorragique. Alors, donc, chez les patients qui ont une élévation importante, ici il ne précise pas, une élévation importante de la pression artérielle et qui n'ont pas eu un traitement par thrombolyse, c'est le jugement clinique. Bon, on peut faire baisser la pression artérielle de 15% durant les 24 premières heures qui suivent l'AVC. Mais vous voyez que c'est un niveau de preuve C et c'est une indication classe 2B. Alors, en cas d'accident ischémique transitoire, il faut mettre un traitement immédiatement. Et bien sûr, après plusieurs jours de l'AVC, il faut mettre un traitement pour l'hypertension artérielle. Alors, en cas d'AVC ischémique toujours, regardez un petit peu. Ici, je vous présente le consensus. Tout à l'heure, c'était les recommandations de 2018. Là, c'est le consensus. Là, il précise un petit peu plus. Chez les patients qui n'ont pas été thrombolisés,
un traitement doit être instauré si la pression artérielle systolique est supérieure à 220 ou une diastolique supérieure à 120 avec une réduction de la pression artérielle moyenne de 15% durant la première heure. En cas de thrombolyse, c'est pratiquement la même chose que les recommandations européennes. Le traitement, c'est toujours le labetalol et la nicardipine. Maintenant, l'AVC hémorragique. Alors, faut-il baisser la pression artérielle ou pas? Là, c'est les recommandations européennes de 2018. Donc, ils ne recommandent pas de baisser la pression artérielle systolique si la pression artérielle systolique est supérieure à 220. Alors, chez les patients qui ont une HTA avec une pression artérielle systolique supérieure à 220, on peut faire baisser la pression artérielle pour avoir une pression artérielle systolique inférieure à 180 mm de mercure. Alors, quand on voit l'étude Interact 2, vous voyez ici, ils ont comparé un traitement intensif à un traitement modéré, on va dire, avec des cibles inférieures à 140 et pour d'autres inférieures à 180. Ils ont comparé la mortalité et l'handicap. Alors voici ce qu'ils ont fait en termes de traitement. Ils ont baissé en bleu, c'est le traitement modéré, et en rouge, le traitement intensif. Et voici le résultat concernant le critère combiné mortalité et un handicap majeur. Donc il y avait une tendance à en faveur du traitement intensif, mais ça n'a pas été significatif. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté les recommandations ESC 2018, et là, vous voyez les recommandations le consensus d'experts de 2019 qui sont plutôt en faveur du traitement. Ils disent que en cas de pression artérielle systolique supérieure à 180, tout à l'heure on était dans les supérieurs à 220, maintenant 2019 plutôt supérieur à 180, on va traiter pour avoir une pression artérielle entre 130 et 180. Donc ça c'est un changement majeur en termes de prise en charge de l'hypertension artérielle en cas d'AVC hémorragique. Maintenant, on arrive à l'atteinte cardiaque et des gros vaisseaux. Là, les choses sont un petit peu plus simples et plus codifiées. En cas d'atteinte coronarienne, c'est-à-dire une ischémie avec une douleur thoracique et sur un pic hypertensif, bien sûr, il faut faire un électrocardiogramme et tout ça pour éliminer un ST+. Il faut baisser la pression artérielle à moins de 140 mm de mercure immédiatement. C'est le même cas avec l'œdème. En cas d'œdème, bien sûr, c'est les dérivés nitrés, voire un peu de diurétique. Pareil, pour le syndrome coronarien, c'est les dérivés nitrés. Et en cas de dissection aortique, il faut essayer de baisser la pression artérielle systolique à moins de 120, donc une baisse drastique avec une diminution, si possible, de la fréquence cardiaque à moins de 60. Alors le traitement qu'on utilise, c'est un bêta-bloquant par voie intraveineuse, c'est l'esmolol à la seringue électrique, qui a une demi-vie très très courte. Ou bien les dérivés nitrés ou la nicardipine. Chez la femme enceinte en éclampsie ou pré-éclampsie, il faut baisser immédiatement la pression artérielle systolique à moins de 160, 105. On peut utiliser la nicardipine ou la bétalol
et on prescrit du magnésium sulfate pour éviter les crises comitiales et bien sûr discuter la césarienne. Vous voyez ici cet organigramme qui résume un petit peu la prise en charge d'une urgence hypertensive. Si vous avez une pression artérielle très élevée, vous vérifiez s'il n'y a pas de douleur thoracique, s'il n'y a pas une dyspnée aiguë, s'il n'y a pas une atteinte neurologique ou bien des symptômes visuels. Si il n'y en a pas, il s'agit d'une HTA non contrôlée. Il n'y a pas de souci, on peut mettre en place un traitement PEROS à domicile. S'il y a une urgence, il faut la traiter en fonction de l'organe cible atteint, comme on l'a précisé tout à l'heure. Donc en conclusion, il faut différencier l'urgence hypertensive de l'hypertension artérielle non contrôlée. Le traitement se fait par voie intraveineuse pour bien contrôler la pression artérielle et être dans les cibles thérapeutiques. Un monitoring est nécessaire pour atteindre et rester dans la pression artérielle cible. Et évidemment, le traitement est fonction de l'organe cible atteint. Et je vous remercie.